Merci, professeur Messouda, pour cette introduction. Tout d'abord, je tiens à remercier professeur Shraibi et l'ensemble du bureau de l'AMCAR de m'avoir invité à participer à cette soirée sur l'insuffisance cardiaque. Je vais parler un petit peu du traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë. C'est une pathologie qui est fréquente et je vais dire que ce n'est pas des recommandations, c'est plutôt un consensus d'experts. Donc, c'est une pathologie qui est fréquente, à laquelle on est confronté aussi bien cardiologue que réanimateur, qu'urgentiste. Et c'est un tournant évolutif dans le traitement, dans la prise en charge de ces patients. Comme vous le savez, l'histoire naturelle de l'insuffisance cardiaque, elle est de mauvais pronostics, on le sait tous. Elle est beaucoup plus grave que certains cancers. Et c'est une évolution qui va aller tout doucement vers la dégradation jusqu'au stade avancé, terminal, vers le décès. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une stabilité, mais le malade, il est toujours amené à faire des épisodes de décompensation durant lesquels ce myocarde va s'altérer encore plus, ce qui va l'aggraver encore plus, ce qui va augmenter sa mortalité et le taux de réhospitalisation. Donc, pour dire que la gravité de l'insuffisance cardiaque, tant que l'insuffisance cardiaque chronique, elle a connu beaucoup de développement, surtout cette année-là, on a eu beaucoup de nouvelles molécules qui ont fait leur apparition sur la scène du traitement. Mais dans l'insuffisance cardiaque aiguë, ça tarde un petit peu. Mais je vais vous montrer qu'il y a quand même des petites choses à faire qu'on va détailler au fur et à mesure. Donc, un petit mot sur l'épidémiologie. Il faut dire que c'est une maladie qui est très fréquente. On peut parler de pandémie mondiale. Il y a environ 2% de gens qui sont insuffisants cardiaques dans le monde. Et l'insuffisance cardiaque aiguë, à elle, elle est vraiment grave parce qu'il y a une mortalité déjà hospitalière de 4 à 10%. Et il y a un taux de réadmission qui est important de 90%, une mortalité à 1 an de 30% et à 2 ans de 50%. Il faut savoir qu'une fois que vous faites sortir votre patient de l'insuffisance cardiaque, qu'un quart de ces patients, il va revenir au bout de 3 mois. Et la moitié, vous allez la revoir au bout de 6 mois. C'est pour cela que c'est important de bien traiter ces malades pour essayer d'éviter ces réhospitalisations. Il y a un registre très important d'environ plus de 5000 malades inter-HF qui a regroupé plusieurs centres, notamment l'Afrique subsaharienne. Ils ont trouvé qu'il y a une mortalité importante en Afrique et tout ça, c'était la cause la plus fréquente, c'était l'HTA qui était maltraité. Donc, on a des choses à faire pour améliorer le pronostic. Alors, il faut savoir que l'insuffisance cardiaque aiguë, elle peut survenir soit de nouveau, c'est-à-dire un patient qui n'est pas connu insuffisant cardiaque, soit une décompensation chez un patient que vous connaissez, que vous suivez pour insuffisance cardiaque chronique. Elle peut survenir sur une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, comme elle peut survenir chez un patient qui a déjà une insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Et donc, il y aura de la congestion. Et toujours, la survenue de cette insuffisance cardiaque aiguë, elle est provoquée par un facteur favorisant. Et le plus souvent, et ce qui est associé avec un mauvais pronostic, ce sont les causes ischémiques, puis il y a l'infection, il y a également des causes d'arythmie et surtout également la non-compliance au traitement. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours rechercher une cause de cette décompensation. Ce qu'il faut savoir, une notion très, très importante, on y reviendra après dans l'éducation thérapeutique, c'est que cet état, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est un état d'hypercongestion, d'hypervolémie. Donc, ces patients ne sont pas présentés le jour J, ils avaient déjà un état latent d'hypervolémie qui se manifestait, mais vraiment, c'était des signes très subtils. C'est pour ça que, par exemple, juste le poids du malade peut être indicateur, parce que des études ont montré qu'environ dans le mois qui précède l'hospitalisation des patients, il y a une augmentation du poids d'environ 1 kg. Donc, c'est pour ça que dans l'éducation thérapeutique du patient, il faut qu'il soit sensible à un certain signe qu'on doit traiter, qu'on doit optimiser le traitement avant l'arrivée des symptômes. Donc, il y a des choses qui se passe avant la survenue d'une congestion aiguë. Et bien sûr, donc voilà, donc ça peut être juste un périmètre de marche si vous habituez votre patient à essayer de le mesurer. Donc, il va voir qu'il est limité dans ses efforts, l'apparition des œdèmes, s'il fait des contrôles de marqueurs biologiques. Donc, on peut faire le diagnostic assez précoce avant que le malade arrive avec des signes congestifs. Bien sûr, c'est des signes de congestion que vous connaissez tous, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, congestion en amont du ventricule gauche, la congestion pulmonaire.
en amont du ventricule droit, les signes droits que vous connaissez tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'insuffisance cardiaque, dès que vous avez un patient devant vous, il faut déterminer de quel type il est. Est-ce qu'il y a une congestion associée ou non à un bas débit? C'est ce qu'on appelle, qu'appellent les anglo-saxons, est-ce qu'il est warm and wet, c'est-à-dire un bon débit, une bonne tension artérielle, ou bien cold and wet, surcharge avec un bas débit. Et la prise en charge, elle est différente. Donc, une fois que vous avez votre patient, il y a 3 phases qui doivent se faire, mais rapidement. Une phase de triage qui ne doit pas dépasser donc un examen. Vous devez évaluer son état hémodynamique. S'il y a des signes de souffrance respiratoire, donc là aussi, on a besoin des réanimateurs. Détresse respiratoire, un état de choc, il doit être adressé dans un service de réa. S'il a un syndrome coronarien aigu, dans une salle de cathé. Sinon, pour les malades qui sont congestifs, et c'est les plus fréquents, là, on doit faire le diagnostic, le traitement approprié de la congestion, des facteurs favorisants et bien sûr commencer les traitements de l'insuffisance cardiaque. Puis survient la phase où on va par la suite optimiser les différents traitements. Donc, dès que vous recevez votre patient, première des choses, est-ce qu'il est en état de choc ou pas? S'il est en état de choc, c'est en service de réanimation, ou bien si vous avez une unité de soins intensifs, vous pouvez le prendre en charge dans ces unités. Sinon, si par exemple, il a également un syndrome coronarien aigu, c'est l'admission dans une salle de cathétérisme en urgence. S'il a une détresse respiratoire, donc c'est-à-dire une fréquence respiratoire au-delà de 25%, vous allez essayer tout d'abord avec une saturation moins de 90, faire la ventilation non invasive. Ça a montré une très bonne efficacité parce que ça permet d'éviter la ventilation mécanique et ça améliore les patients. Donc, vous devez tranquilliser votre patient, faire cette VNI une demi-heure toutes les heures et évaluer votre patient. Si ça s'améliore, c'est sur la bonne voie. Et bien sûr, concomitamment, vous allez traiter la congestion. Si vous voyez qu'il ne s'améliore pas, qu'il se fatigue, là, on est obligé de faire une ventilation mécanique. Donc, à part, il y a certaines étiologies qui nécessitent un traitement qui est spécifique, à savoir l'embolie pulmonaire. On a parlé des syndromes coronariens, une arythmie et autres. Donc, ce sont des causes qu'on ne traitera pas, donc qu'il faut traiter, apporter un traitement étiologique. Alors, on s'adresse aux patients le plus fréquent, plus de 70%, ce sont des malades qui n'ont pas de signe d'hypoperfusion, qui ont de la congestion pulmonaire, et là, il faut aller les traiter. Et bien sûr, vous savez très, très bien que les diurétiques, c'est la pierre angulaire du traitement de la congestion. Donc là, c'est un schéma dans ce dernier article paru il y a 2 ans qui montre le site d'action des différents diurétiques. Donc, quand on parle des diurétiques de Lens, donc ça va agir à ce niveau-là, les minéralocorticoïdes au niveau de cette partie-là, mais on a besoin également des thiazidiques parce qu'on va les utiliser parfois dans la phase congestive. Il y a également les inhibiteurs des SGLT2 et les Vaptons qui ne sont pas disponibles au Maroc. Donc, les diurétiques de Lens, c'est la pierre angulaire. Alors, il faut retenir un premier message important, c'est time to treatment. Il faut traiter ces patients de manière très, très rapide. Dès que vous faites le diagnostic de congestion, vous n'allez pas laisser votre patient vous attendre, mais vous allez rapidement l'hospitaliser en soins intensifs et démarrer le traitement. Parce que tout simplement, c'est une étude japonaise qui a montré que plus vous allongez le temps d'administration des diurétiques, plus votre mortalité elle est importante avec, regardez, ce P qui est significatif. Donc, ce n'est pas seulement les cathétériseurs qui doivent courir pour aller sauver les malades des infarctus du myocarde. Les cardiologues aussi, quand il y a la congestion pulmonaire, il faut agir très vite, passer les diurétiques par voie injectable pour diminuer la mortalité. Et comment on va donner ces diurétiques? Alors, 2 choses se présentent. Soit que le patient, il n'a jamais pris de diurétique, donc là, vous allez lui donner 40 mg par voie intraveineuse. Si le malade, il a déjà des diurétiques, il faut voir la dose qu'il prend. Par exemple, s'il prend un comprimé de 40 mg, vous allez donner 2 fois à 2 fois et demi. Donc, vous allez donner 80 mg de diurétique en bolus. Et bien sûr, on sait tous qu'il faut surveiller le poids et la diurèse, mais là, ce n'est pas le poids sur 24 heures, mais c'est une évaluation qui est rapide. On fait une natriurèse,
on récolte la diurèse au bout de 6 heures et on voit la réponse au diurétique. Parce que, par exemple, quand vous donnez un bêta-bloquant, comment vous voyez l'efficacité? Vous regardez la fréquence cardiaque. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous donnez un diurétique, vous devez voir votre natriurèse. Si votre natriurèse elle est à un niveau qui est correct, ça veut dire au-delà de 50 à 70, ça veut dire que vous êtes efficace, que votre dose, elle produit de l'effet, que vous allez décongestionner votre patient. Avec une diurèse, donc vous allez la collecter au bout de 6 heures. Si vous avez 150 à 100 cc par heure, ça veut dire que vous êtes efficace et vous continuez la même chose. Si ça ne marche pas, votre natriurèse est basse, vous avez peu d'urine, donc vous devez doubler votre dose. Et la même chose, au bout de 6 heures, on fait la même chose, on vérifie la diurèse, on vérifie la natriurèse et on va jusqu'à une dose maximale de 200 cc en bolus en intraveineuse sans dépasser 600 par jour. Donc là, c'est une attitude à faire. Donc, deux messages pour les diurétiques. Commencer le plus tôt possible et faire une évaluation par la natriurèse chaque 6 heures. Et bien sûr, en parallèle, il faut donner les médicaments qui ont prouvé leur efficacité dans l'insuffisance cardiaque. On y reviendra après. Et traiter la cause déclenchante. Donc, si vous voyez que vous avez tout fait et que ça ne marche pas, que la diurèse n'augmente pas, que la natriurèse ne dépasse pas les 50, ça veut dire qu'il y a un problème là. On peut utiliser les thiazidiques et donc on va les donner par voie orale parce qu'il y a une bonne libération et donc on voit est-ce qu'on améliore le patient ou pas. Il a été également question des minéralocorticoïdes à forte dose, mais ça n'a pas montré de résultats. Les SGLT2, mais ce n'est pas encore dans les recommandations. Si vous avez essayé les fortes doses de diurétiques, associé au thiazidique et que ça ne marche pas, là, il faut proposer à votre patient l'ultrafiltration qui peut lever la congestion. Donc, quelle est la place des dérivés nitrés? Donc, les dernières recommandations, ils insistent sur de donner des dérivés nitrés. Et d'ailleurs, quand vous regardez, vous voyez bien que les dérivés nitrés ils diminuent la mortalité intra-hospitalière et ça a été démontré par tous les niveaux de pression, moins de 100, entre 100 et 11 et au-delà de 60. Mais dernièrement, il y a une étude qui a été publiée en 2019, l'étude Galactique. Il y a pas mal d'études qui s'appellent Galactique et qui a comparé deux bras. Un bras d'insuffisance cardiaque aiguë qui ont reçu un traitement habituel de l'insuffisance cardiaque et un autre bras qui a utilisé des doses de dérivés nitrés par patch. Et il n'y avait pas de différence significative entre les deux bras. Donc, peut-être qu'on attendra les nouvelles recommandations pour voir est-ce qu'on va maintenir les dérivés nitrés, mais probablement qu'on va les garder pour pour des malades qui ont des tensions qui sont élevées. Alors, une fois, donc voilà le malade qui a une congestion mais sans bas débit. Alors, pour les patients qui se présentent avec un bas débit, ce sont les malades wait and cold et c'est une minorité de patients, 5 à 8% des cas. Donc, pour ces patients, il faut donner des inotropes, mais pas n'importe quel inotrope. Donc, vous savez qu'on a l'adrénaline, la noradrénaline, d'obus et d'OPA qui sont disponibles. Alors, une question très, très importante, une chose très importante, il faut éviter la noradrénaline parce qu'elle a montré qu'elle entraîne une mortalité qui est importante. Donc, plutôt donner de la noradrénaline, évaluer votre débit cardiaque à l'échocardiographie et voir s'il augmente, c'est bon, on est efficace. S'il n'y a pas d'augmentation du débit cardiaque, à ce moment-là, on va rajouter la dobutamine qui augmente la contractilité, mais il faut faire attention aux arythmies. Alors, une fois qu'on a donné le traitement pour la décongestion pour obtenir un état de volémie, on va traiter les comorbidités, que ce soit dans l'insuffisance cardiaque préservée ou l'insuffisance cardiaque réduite et donner les traitements adaptés. Par exemple, dans l'insuffisance cardiaque préservée, corriger un diabète, si c'est une amylose, donner un traitement spécifique et bien sûr les autres traitements de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Alors, les comorbidités, vous savez tous que l'anémie, enfin le déficit en fer, la diminution de ferritinémie est associée avec un mauvais pronostic chez les patients, avec une altération de la qualité de vie et une augmentation de la mortalité. Et l'étude AFFIRMA-CHEF, qui est parue en novembre dernier, qui a montré qu'on peut corriger ce déficit en fer dès la phase aiguë
hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë, parce que tout simplement, ce n'est pas simplement sur un critère d'amélioration de la qualité de vie, mais sur un critère qui est assez robuste. Le critère primaire, c'était la mortalité totale et les réhospitalisations. Donc, le fait de donner du fer en injectable améliorait les patients sur le critère primaire de réhospitalisation et de mortalité cardiovasculaire. Donc, bien sûr, le patient, il est monitoré. Il faut surveiller un examen qui est en continu, une surveillance continue de la fréquence, de la pression artérielle, du rythme cardiaque, voir les signes et les symptômes de congestion. Donc, on va surveiller sur le plan clinique les râles crépitants, les œdèmes, l'acide et tout ça. Donc, faire une récolte de la diurèse, mais comme je vous ai dit, quand on donne un traitement diurétique, chaque heure, vous devez voir est-ce que la diurèse elle est correcte, surveiller la saturation, un électrocardiogramme. Les biomarqueurs sont très, très importants, surtout quand vous avez un NT-proBNP qui est élevé. Et donc, quand vous allez décider de la sortie du patient, les malades qui font baisser leur NT-proBNP de 30%, ils ont généralement un bon pronostic par rapport à ceux qui gardent un NT-proBNP élevé. L'échocardiographie qui est très importante pour voir le monitorage des pressions de remplissage de la volémie. La fonction rénale qui doit être surveillée et les électrolytes chaque jour, et la radio de poumon à l'admission. Alors, j'insiste surtout pour l'écho pulmonaire. Ça vous permet, au lieu de faire des radios de poumon et irradier votre patient à chaque fois, donc vaut mieux faire l'écho pulmonaire qui va montrer des congestions en montrant des lignes B. Et cette étude qui est très intéressante, parce que quand vous allez décider que votre patient est sorti de sa congestion, qu'il est devenu en euvolémie, il faut que vous ayez moins de 3 lignes B. Parce que si vous faites sortir votre patient avec plus de 7 lignes, vous allez avoir une récurrence des événements. Donc, il faut vraiment que votre patient soit vraiment sec. Et donc, l'écho pulmonaire, elle nous aide facilement à faire le monitoring de ces patients en unité de soins intensifs. Alors là, c'est juste un cas clinique. C'est une patiente diabétique hypertendue et dyslipidémique qui avait un angor négligé. Elle a même fait une douleur infractoïde jusqu'à ce qu'elle commence à présenter une orthopnée. Donc, elle vient dans un tableau d'OAP avec, regardez, en antérieur, des séquelles de nécrose, une surcharge hilaire, un bon état hémodynamique avec des râles crépitants. Elle désaturait à l'air ambiant, donc elle a corrigé un petit peu sous oxygène avec, regardez, une trouble de la cinétique dans le territoire de l'IVA. Et quand on fait l'écho pulmonaire, vous avez des espèces de comètes ici. Donc, ça témoigne que la patiente est en congestion. Donc, on l'a traitée parce que c'est une patiente de nouveau, elle a fait son infarctus, elle n'a pas consulté jusqu'au stade d'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, on a commencé par 40, on a vu que ce n'était pas efficace. On a doublé la dose au bout de 6 heures. On a introduit du sacubitril/valsartan de nouveau chez elle, avec une tension qui est normale, avec une bonne fonction rénale, une double agrégation, un anti-aldostérone. Après stabilisation, on a introduit les bêta-bloquants. Donc, sa ferritinémie a été correcte. Sa fonction rénale, pour son DFG, il y a une petite diminution, mais après, il y a une amélioration. C'est juste pour passer un message, c'est que le DFG peut diminuer quand on instaure un traitement diurétique de 15 à 30%. Ça veut dire qu'on est efficace et après, elle peut récupérer. Donc, la troponine en cinétique de baisse. Et bien sûr, dans la foulée, la patiente a bénéficié d'une dilatation. Elle avait une double sténose au niveau de l'IVA, de la circonflexe. Donc, qu'elle a été dilatée avec mise en place d'un stent, avec une amélioration de la contractilité lors du contrôle, une titration de ces médicaments. Donc, pourquoi on a démarré sacubitril/valsartan? Parce que deux études qui ont montré la possibilité de le faire de novo, c'est-à-dire sans passer par le switch. Donc, l'étude pionnière a montré qu'il y a une diminution rapide du NT-proBNP par rapport aux patients qui reçoivent IEC et avec une diminution importante de la mortalité et des réhospitalisations. L'étude transition, la même chose, qui a montré que le fait de donner sacubitril/valsartan à la phase juste après décompensation, elle est faisable, elle est sûre et efficace. Ça permet de diminuer de manière importante les biomarqueurs, aussi bien le NT-proBNP que les troponines. Alors, une fois qu'on a stabilisé ce patient, il faut savoir qu'il y a une période à risque. C'est le mois qui suit la réhospitalisation. Donc, il peut, comme je vous l'ai dit au départ, il peut revenir à l'hôpital à ce moment-là. C'est pour ça que cette période-là, elle est très importante à gérer.
Et c'est pour cela qu'il faut préparer sa sortie, il faut préparer c'est un moment très important du vécu de l'insuffisance cardiaque. Il faut voir, il faut optimiser son traitement pour essayer d'éviter ces réhospitalisations. Et d'ailleurs, il y a une politique aux États-Unis qu'ils ont instaurée. Donc, à chaque fois que le malade il récidive dans le mois qui suit son hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë, eh ben, les assurances ne remboursaient pas les médecins. Et donc, ils ont créé une sorte d'unité qu'on appelle le même jour, ils vont recevoir leur traitement et ça s'appelle le Same Day Access Clinic. Ça veut dire quoi? Le malade il vient en un jour. S'il y a des signes de surcharge, même s'ils sont frustes, il va recevoir ses doses de diurétique. Tout ça, ça va l'empêcher d'aller vers la réhospitalisation. Donc, c'est l'intérêt d'avoir des unités d'insuffisance cardiaque où il y a une collaboration multidisciplinaire entre cardiologues, diététiciens, infirmières, psychologues, aides-soignants. Et il y a plusieurs checklists. Donc, il y a des checklists qu'on a, par exemple, juste, je vais les passer rapidement. Donc, où on va voir est-ce que le malade est venu parce qu'il y a une mauvaise tolérance, parce qu'il a fait une poussée, parce qu'il y a dyschémie, le bilan à l'admission, son électro, les données de l'écho, et puis on voit les traitements qu'il reçoit. Est-ce qu'ils sont optimaux ou pas et pourquoi ils ne sont pas optimaux. Et on va on va faire une éducation thérapeutique de chez patients, voir est-ce qu'il connaît les signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque qui vont le pousser à consulter, est-ce qu'il fait sa pesée, est-ce qu'il adhère à ces traitements. Donc, et bien sûr, j'insiste énormément sur l'optimisation du traitement. Les Américains, ils ont fait une update de leurs recommandations. Ils ont mis les ARNI, ils sont préférés par rapport aux IEC ARA2 et bien sûr en association avec les autres molécules, donc antagonistes de l'aldostérone, SGLT2. Alors, on a plusieurs voies d'action. On a actuellement 4 drogues, il y a 3 autres qui vont être prescrits. Donc, cet article est assez intéressant, paru au début de ce mois. On les appelle les faux fantastiques. Donc, c'est les piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Donc, sacubitril/valsartan, anti-aldostérone, bêta-bloquant et les inhibiteurs de SGLT2. Et on voit ici que si le patient n'arrive pas à se permettre de se procurer sacubitril/valsartan, là, il va prendre IEC ARA2, corriger un déficit en fer, faire un traitement d'une fuite mitrale, proposer une resynchronisation. En cas de congestion, c'est les diurétiques et en cas d'échec, c'est les thiazidiques. Et dans les stades avancés, proposer les nouvelles molécules, vériziquat, omecamtiv. Alors, et probablement que les prochaines recommandations seront de ce genre-là, sacubitril, valsartan, bêta-bloquant ARM. Et quand il y a persistance des symptômes, on aura les inhibiteurs de SGLT2. Donc, le message, c'est qu'une fois qu'il sort de sa poussée, il faut instaurer les traitements dès que c'est possible. La combinaison des 4 molécules ou 3 molécules au départ, faire une titration qui est assez rapprochée, traiter les comorbidités et l'étiologie. Il faut éviter l'inertie parce que l'inertie, ce n'est pas le patient, ce sont les médecins. Et bien sûr, le temps, il est essentiel parce que plus on les traite, plus on de manière optimale, on évite à nos patients d'aller vers la réhospitalisation et le décès. Et bien sûr, la réadaptation, elle est très importante parce qu'elle améliore la qualité de vie. Donc, ces unités d'insuffisance cardiaque, ils vont vraiment apporter beaucoup de bien à ces patients insuffisants cardiaques. Donc, en conclusion, je dirais que l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est une pathologie qui est fréquente, qui altère la qualité de vie. Elle survient aussi bien en cas d'insuffisance cardiaque à FEVG préservé qu'à FEVG réduite. Et c'est un moment très, très important parce que c'est le moment où il faut rapidement traiter la congestion de earlier. C'est le plus tôt possible, le plus précocement possible, c'est la meilleure façon de les traiter. En cas d'état de choc, et c'est vraiment une situation rare, préférez la noradrénaline. En cas de détresse respiratoire, préférez la ventilation non invasive. Il faut faire un monitoring de clinique, électrique, biologique et bien sûr s'aider par l'échocardiographie, notamment l'échocardiographie pulmonaire. Il faut bien sûr traiter l'étiologie, traiter les comorbidités. Il faut bien sûr une prise en charge multidisciplinaire pour essayer d'optimiser les traitements. À chaque fois que c'est possible, donner les médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Même si le patient il vient de faire sa poussée, qu'elle soit de nouveau, vous pouvez instaurer sacubitril/valsartan dès le départ, les autres molécules également et faire une titration progressive et le plus rapidement possible pour essayer de les améliorer.
Pour les vasodilatateurs, il y a encore des discussions. Peut-être qu'on va les garder pour les malades hypertendus. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie pour votre attention. Et voici les principaux articles si vous êtes intéressé en concernant les consensus d'experts sur l'insuffisance cardiaque aiguë. Merci.